Aujourd'hui, les réseaux sociaux, notamment Facebook, TikTok et Instagram, sont devenus incontournables pour le choix de ces produits de beauté. Comment cela a bien pu arriver? Et surtout, comment bien choisir son produit face à toutes ces tendances et à tous les produits qui sont disponibles sur le marché et surtout à toute la communication que l'on peut voir sur les réseaux sociaux. C'est notre sujet du jour et je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec Mathieu Koné. Bonjour Mathieu, Bonjour Cécilia, comment vas-tu? très bien. Alors, je vais te laisser te présenter. Moi, je m'appelle Mathieu Koné, donc je suis en charge du marketing chez Garnier, donc je m'occupe de l'ensemble du continent. D'accord, bah, en tout cas, c'est un grand plaisir de t'avoir. D'ailleurs, vous avez dû forcément le remarquer, on a Garnier qui sponsorise, cet épisode, aujourd'hui. Alors Mathieu, comme je l'ai dit d'entame, on se rend compte de plus en plus que pour choisir ces produits cosmétiques, on a maintenant beaucoup plus tendance à aller regarder sur les réseaux sociaux qu'à regarder, ou qu'à aller consulter un dermatologue. Selon toi, qu'est-ce qui a créé cela? Déjà, il faut comprendre l'historique de la percée des réseaux sociaux, notamment TikTok. Je pense qu'on a eu une phase, je vais dire, à partir de 2019 avec le Covid. Donc, il y a eu le confinement et les gens étaient chez eux à la maison, donc il n'y avait pas d'activité. Donc, on a vu l'émergence d'une nouvelle manière de communiquer chez soi à la maison. On a vu également de nouvelles manières de consommer à la maison, puisque on ne pouvait pas aller au supermarché, aller chez le coiffeur. Donc, je pense que le Covid, la période du Covid a favorisé l'émergence en fait de cette nouvelle manière de communiquer sur les réseaux sociaux, d'où TikTok également avec son algorithme qui a un peu bouleversé en fait l'univers Mmh. de ce monde digital. Totalement et c'est vrai que, enfin, maintenant que tu le dis, il y a eu également les soins à domicile parce que justement, on pouvait plus forcément aller à chaque fois, chez l'esthéticienne parce qu'on savait pas où on allait, se faire contaminer. Donc, peut-être aussi que ça a emmené le fait de vouloir faire soi-même ses soins à la maison et puis quand on est enfermé chez soi, c'est vrai on se regarde beaucoup plus dans le miroir et on remarque beaucoup plus ces différentes imperfections. Effectivement, on a vu partout dans le monde le Covid, pendant la période du Covid, donc au niveau de la beauté, donc on a vu une progression en termes de chiffre d'affaires dans l'univers, dans l'industrie de la beauté. Pourquoi? Parce que quand on est à la maison, comme tu le dis, quand on est en face du miroir, donc on a plutôt tendance à pouvoir s'apprêter, à pouvoir avoir des routines qui vont faire que certes, je suis à la maison, je suis confiné, mais je demeure coquette. Donc, il y a eu cette émergence de tendance chez les consommateurs. Donc, on a vu plus de produits de beauté, d'hygiène qui ont émergé au niveau tendance chez les consommateurs. Et on a vu aussi de nouvelles manières d'acheter et de consommer chez les consommateurs, puisque on a eu l'émergence du e-commerce, du Mmh, social commerce, donc avec l'avènement également des créateurs de contenu. Donc exactement. tout cet écosystème en fait a favorisé, on va dire, dans un premier temps, l'éclosion en fait des talents locaux chez eux à la maison pour créer du contenu ou proposer des services à Mmh. distance. Et dans un deuxième temps, en fait, l'émergence de nouvelles manières de consommer et des nouvelles tendances de beauté chez les consommateurs. Et oui et enfin, moi, pour la petite histoire, ma page, Docteur Cécilia a été créée pendant la période, Covid. Parce que justement, je pense que c'était dans ce moment-là où on était à la maison, on se disait: «Bon, qu'est-ce qu'on peut bien faire?» et puis je me suis dit: «Bon, pourquoi pas, sensibiliser?» et comme tu l'as dit, hein, comme moi, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont émergé parce que fallait bien s'occuper et puis c'est souvent des projets qu'on se dit qu'on va faire, on a le temps de le faire mais, finalement on trouve jamais le temps et là, par contre, pendant cette période, on avait énormément de temps.
Et donc aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est positif. Je ne sais pas ce que tu me diras, ton point de vue. Je pense que c'est positif aussi, tout ce qu'on voit sur TikTok, même s'il y a des points négatifs, on va en parler. Parce que j'ai remarqué que sur le volet skincare, il y a une grande démocratisation aujourd'hui. Aujourd'hui, via TikTok, on peut plus parler, ou Facebook ou Instagram, on peut plus parler, et même les consommateurs peuvent, via une vidéo, comprendre via des professionnels de santé un peu comme moi qui sensibilisent, ou même des créateurs de contenu classiques, comprendre exactement c'est quoi son type de peau. Aujourd'hui, quand on dit niacinamide, par rapport à il y a 10 ans, il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire: «Ah oui, je sais c'est quoi la niacinamide». Donc pour moi, je pense que ça a été positif parce qu'il y a cet accès à l'information plus facile avec le consommateur qui a la possibilité de maîtriser les produits et de maîtriser son problème de peau, même si je pense qu'il faut quand même que ça soit encadré. Donc, je ne sais pas quel est ton point de vue par rapport à Ben, ça. effectivement, je pense que TikTok ou l'ensemble des réseaux sociaux ont vraiment démocratisé des gestes et des routines de beauté. Donc, on le voit véritablement, par exemple, sur le skincare. 5 ans ou 6 ans en arrière, quand tu parlais d'un sérum à un Mhm. consommateur lambda, ben c'était, voilà. Donc, ce sont des gestes qui Ils n'étaient pas pensaient que c'était une démocratisés. perfusion. Voilà. Donc, c'était pas des gestes qui étaient démocratisés. Donc, Mhm. voilà. Donc, c'était des gestes qui avaient apparu en Asie, un peu en Europe Oui. et en Amérique. Mais sur le continent, ce n'était pas démocratisé. Donc, TikTok a vraiment permis de pouvoir démocratiser certains ingrédients, donc notamment la vitamine C, l'acide hyaluronique. Donc, tous ces ingrédients ont permis de pouvoir démocratiser, on va dire, l'éducation chez les consommateurs au niveau ben, de comment est-ce qu'on entretient comment prendre soin de sa peau de manière générale. Puisque ben, Totalement. quand il n'y avait pas tous ces médias sociaux, l'éclosion de ces réseaux sociaux, ben, c'était des communications qui étaient faites soit en point de vente quand vous rentrez quand vous allez en pharmacie, Oui. quand vous êtes exposé à des démo-conseillères ou quand vous rencontrez un dermatologue. Donc, c'était à cette occasion-là que vous aviez l'opportunité ben, de comprendre toutes les thématiques liées à votre peau. Donc, les réseaux sociaux ont contribué à démocratiser en fait cette éducation qui est assez bénéfique pour les marques, puisque ben, les consommateurs ont maintenant accès à l'information. Elles connaissent plus ou moins maintenant ben, que tel type de peau correspond à tel type d'ingrédients, à tel type de routine que je dois avoir pour avoir une peau plus belle. Donc voilà, donc c'est vraiment l'éclosion en fait de cette nouvelle manière de communiquer sur TikTok et c'est mondial. Donc Mm. on peut être ici en Côte d'Ivoire ou à Kinshasa ou à Dakar, être exposé à un contenu qui vient du Japon, qui vient de la Corée, Mm. qui vient des États-Unis, qui vient de la France. Donc on est dans un contexte global et mondial. Donc, l'accès à l'information n'est plus, on m'a dit, il y a plus un canal en fait privilégié pour avoir de l'information. L'information, elle est démocratisée et c'est tout bénéfique pour les marques. D'autant plus que chez nous, par exemple, chez Garnier, notre leitmotiv, c'est vraiment de démocratiser la beauté, c'est de rendre la beauté accessible à tous. Donc, TikTok et les réseaux sociaux ont accompagné, en fait, ont accompagné les marques à vraiment pousser des produits, à rendre accessibles, en fait, des gestes et des routines vers les consommateurs. Et justement, en tant que marque aujourd'hui, est-ce que vous voyez un réel impact des réseaux sociaux? Je ne sais pas si vous utilisez, j'ai ma petite réponse, mais je te laisse répondre. Si vous utilisez énormément les réseaux sociaux, et est-ce que vous voyez réellement l'impact au niveau vente? Oui, je vais donner cette réponse je vais vous donner deux types de réponses. Donc aujourd'hui, on a véritablement, on voit, et c'est tout l'avantage des réseaux sociaux, parce que quand on communique sur les réseaux sociaux, c'est mesurable, Oui. c'est visible à l'instant T. Mmh. Donc, ce qui est un peu différent, par exemple, des médias classiques, il faut attendre que la campagne soit terminée pour voir en fait le reach et L'impact. tous Mmh. les KPI est lié à une campagne classique. Ce qui est différent sur les médias sociaux,
on le voit tout de suite. Et quand Oui, la campagne ne fonctionne pas, on a vraiment, des on moyens va dire, d'ajuster. voilà, on peut ajuster de manière rapide en fait la communication. Donc elle est flexible la communication sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui sur certaines marques, on communique à 100% en fait sur les réseaux sociaux, donc sur les médias sociaux. Donc il y a vraiment eu un virage où on est vraiment en termes de stratégie, c'est 100% réseaux sociaux. Et on le voit également, donc cette manière de communiquer également sur les réseaux sociaux, on la mesure, elle est mesurable, on la voit, il y a plusieurs impacts. Donc chez nous en marketing, il n'y a pas que les ventes qui vont nous intéresser, Mhm. il y a d'autres KPI au niveau de l'engagement, au niveau de la love brand. Donc on voit véritablement en fait une augmentation significative en fait quand on communique sur les réseaux sociaux. Donc, on voit l'impact en fait de la communication sur l'engagement de nos consommateurs, sur le commitment en fait de nos consommateurs vis-à-vis de la marque. Donc, ça, Mhm. on le voit et c'est visible. Et la deuxième des choses qui est aussi bénéfique, c'est vraiment au niveau des ventes. Donc, on reste une entreprise, on est là pour faire du Bah, business. si l'argent ne rentre pas, ça Donc, risque d'être compliqué. Donc, on le voit. Donc, Mhm. on le voit également à travers les ventes. Donc, on le voit également sur tout type de circuit. Donc, quand on pousse une communication sur les réseaux sociaux, on voit une évolution des ventes sur les circuits du traditionnel, donc les hyper, les super, Mm. la para, même le marché traditionnel. Donc, il y a un impact en fait de cette communication qui est visible et qui est mesurable à l'instant T au niveau des ventes. Et également, on le voit aussi ben, au niveau digital, au niveau e-com. On voit également en fait une augmentation du nombre de clients sur des gestes qui sont maintenant démocratisés. Donc, on le voit. Donc, c'est C'est ça. mesurable et donc cette communication est assez bénéfique pour les marques. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, quand je prends le cas de la pharmacie, comme c'est un peu plus mon domaine, j'ai pas mal d'amis, mais moi, je suis plus en officine, mais je sais que j'ai pas mal d'amis pharmaciens ou de clients pharmaciens qui me disent qu'aujourd'hui, de plus en plus, les clients qui viennent acheter leurs produits, parapharmaceutiques, donc leurs produits cosmétiques, ils viennent avec une capture d'écran TikTok et ils disent: «Je veux ce produit-là». Des fois, ils n'ont même pas la capture d'écran, mais ils disent: «Il y a tel influenceur qui a parlé de ce produit, c'est ce que je veux». Mais justement, enfin, la problématique aussi qu'on a remarqué, c'est que aujourd'hui, X va venir parler d'un produit spécifique en disant: «Je l'ai utilisé, ça m'a résolu tel problème». Et le pharmacien, il a aussi le rôle de conseil. Donc, quand lui, la personne vient avec le produit et qui lui dit: «Bon, c'est vrai, on a ce produit-là de disponible, mais je pense que vu votre problématique de peau, celui-là ne vous irait pas. Il faudrait plutôt pencher sur celui-là». Très souvent, on a des consommateurs qui sont très, en fait, ils n'ont pas envie d'écouter le pharmacien parce que pour eux, c'est ce que X a utilisé. Donc, on est comme sur un retour d'expérience. C'est ce qui va forcément marcher chez eux. Donc, il y a vraiment, on remarque en tout cas qu'il y a de moins en moins, enfin, c'est clair, on a ce grand volet tendance et tout, mais le consommateur est plus dans c'est pas tout le temps le cas, hein, mais il est plus des fois dans du suivisme que dans la recherche pour être sûr que le produit X est réellement adapté à sa problématique de peau. Donc, par rapport à cela, toi, quels sont les conseils que tu donnes? Après, ben, comme tout outil de communication, il y a les avantages et les inconvénients. Donc, Exactement. c'est pareil sur TikTok et les médias sociaux. Donc, on est exposé à beaucoup de contenu. Donc, il y a énormément de contenu. Et malheureusement, tout le monde, il y a des personnes qui s'autoproclament dermatologues, pharmaciens Mmh, sur les TikTok. Donc, on ne peut pas vérifier. c'est ça. Donc, pour moi, comme on dit souvent, trop d'informations Tu tue l'information. l'information. Il faut faire attention. Mmh, Donc, déjà, au niveau du choix de ces produits, c'est pas parce que ben, X produit à régler le problème de telle personne que, ben, que je vais utiliser le même produit pour censé avoir ben, pour avoir exactement ben, le même type de problème pour résoudre le même type de problème que j'ai pu avoir. Pour moi, il faut différencier. Donc, déjà, au niveau c'est une tendance qui est beaucoup visible sur le skincare.
Mhm. Donc, au niveau du skincare, on sait qu'il y a plusieurs types de peau. Donc, il y a des produits qui sont adaptés à des peaux sèches, il y a des produits qui sont adaptés à des peaux grasses. Donc, c'est pas pareil. Donc, pour moi, il faut déjà connaître son type de peau avant de Totalement. pouvoir utiliser le produit qui a été utilisé par X personnes. Donc, ça, c'est un premier plan. Donc, il y a pour moi, quand on a des problèmes de peau ou autres problématiques liées à la beauté, c'est vrai qu'on est exposé sur une communication sur TikTok, mais avant de pouvoir l'utiliser, surtout sur le visage, il faudrait quand même avoir le conseil minimum d'un pharmacien avant d'aller Mhm. voir déjà un Un dermatologue. dermatologue, c'est Quand vous ça. arrivez en officine, un pharmacien peut vous conseiller déjà sur le type de produit, sur le type de problématique que vous avez. Et quand c'est un peu plus avancé, ben, il pourra vous rediriger vers un dermatologue voilà, donc qui est plus spécialisé pour prendre en charge certaines pathologies. Donc pour moi, la première des choses déjà, c'est d'avoir un conseil d'une personne qui est déjà assermentée à donner des recommandations au niveau des produits, au niveau, ça peut être des produits ou d'autres types de problématiques, mais faut consulter déjà un professionnel de la santé pour dire, ben, moi j'ai tel type de problème de peau, j'ai vu telle communication, est-ce que ce type de produit Mm. avec la problématique que j'ai, est-ce que ça pourrait me fonctionner? Donc, si le produit, ben, si le professionnel de la santé estime que le produit que vous avez vu sur les réseaux sociaux ben, pourrait correspondre en fait à votre problématique, ben, il n'y a pas de souci, il va vous le recommander et vous acheter. Mais il faut éviter vraiment c'est vrai que ben, il y a surtout sur des problématiques assez techniques, quand on a des problématiques de peau assez avancées, il faut éviter de faire des tests, comme on le dit en anglais, Mm. des test and learn, en Alors, fait, ouais. Mm. sur certains types de produits. Nous, on a souvent beaucoup de consos qui nous disent, ben, j'ai utilisé tel produit, le produit m'a donné des boutons, le produit, ben, voilà. Donc, quand on pousse plus loin, en fait, la communication avec le consommateur, on se rend compte qu'il y a eu plusieurs mixtures en fait, de produits que le Mm. consommateur a utilisés. Donc voilà, donc il faut faire vraiment attention. Il y a des ingrédients qui sont pas, qu'on ne peut pas mélanger, qui Compatible. ne sont pas Mhm. compatibles. Quand on a une peau aussi qui est sensible, qui est réactive, il y a certains ingrédients qu'on ne peut pas utiliser. Donc il faut connaître tous ces paramètres, tous ces aspects avant de pouvoir ben, acheter un produit. Ben, notamment, c'est la mission aussi des marques aussi, de travailler avec des professionnels de la santé, d'inonder également les réseaux sociaux pour ben, donner Donner des vraiment. conseils, pour guider en fait les consommateurs sur le choix des produits. Totalement. Alors, enfin, je retiens surtout le fait de connaître son type de peau parce que justement, ce qui peut aller, et moi j'ai l'habitude de dire, hein, autant chaque personne a son empreinte, autant chaque personne a sa peau. Donc, c'est important en fait de savoir que ce qui va marcher avec X ne va pas forcément marcher avec vous. Donc, si vous ne connaissez pas votre type de peau, vous n'allez pas forcément savoir quel produit ou quel ingrédient va aller avec la problématique de peau que vous avez. Et le conseil du professionnel de santé, pour moi, c'est vraiment le plus important. Il faudrait tout de même demander l'avis de votre pharmacien, au moins qui est le professionnel de santé de proximité, au moins pour être sûr que déjà le produit, parce que souvent ce ne sont pas que des produits pharmaceutiques qu'on trouve sur Internet, hein. Souvent on a des produits, on ne sait même pas, on n'a même pas d'idée sur la composition. Donc ça, moi, généralement, je demande de faire attention parce que, bon, demain, si ça vous crée un problème, vous allez vous plaindre chez qui? Vous allez aller vous plaindre où? Et on ne sait pas quels sont les différents effets secondaires que cela pourrait avoir. Et il y a aussi le fait qu'il y a de la fausse publicité. Aujourd'hui, on se rend compte hein, avec des influenceurs, des fois, ou des personnes qui ont leur propre marque, qui vont faire des avant-après, mais des avant et après filtrés. Donc, on a la personne, tout le monde, enfin, elle va utiliser plusieurs personnes de sa famille, même peut-être, qui va dire, ah, mais j'ai utilisé tel produit, voilà le résultat, alors qu'en fait, on se rend compte que c'est un filtre qu'elle a mis et qu'elle n'a jamais eu ce résultat-là. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu un cas comme ça en France. Je ne sais pas si tu l'avais suivi, Mathieu, d'une marque française qui avait pris des photos d'une influenceuse américaine qui avait des problèmes de peau, donc des problèmes d'acné notamment.
et qui disait qu'elle avait utilisé son produit. Donc, elle a pris son réel avant-après hein, de l'américaine, mais qui n'avait jamais utilisé le produit, qui ne la connaissait même pas. Elle a, elle a pris le avant-après, elle a riposté sur elle, ses réseaux sociaux en disant voici les produits qu'elle a utilisés et voici les résultats qu'elle a eus en tel nombre de temps. Et bon, finalement, ça fait toller parce qu'il y a des personnes qui ont reconnu justement l'influenceuse, qui ont parlé. Mais ce qui est drôle, c'est que la marque n'a pas fermé sa page. Elle a continué de sponsoriser la vidéo parce que ça continuait de lui rapporter des clients malgré tout ça. Mais c'est ce qu'on disait au début, mais c'est les réseaux sociaux également. Mais ce qu'il faut savoir, mais pour les marques donc, et pour le consommateur, c'est très important de regarder ce qui est écrit sur le packaging. Et souvent, on est tout le temps pressé. On n'a pas le temps de regarder en fait les informations qui sont au dos des produits. Donc, pour toute entreprise qui est sérieuse et qui Mm. commercialise des produits de skincare, donc il y a ce qu'on appelle des tests cliniques quand on sort des produits. Donc, les tests cliniques vont permettre de pouvoir affirmer que tout le message marketing que vous mettez sur vos packs sont Totalement. confirmés et sont vérifiés par des professionnels de la santé. Donc, typiquement, chez Garnier, typiquement, il y a quand on sort des produits, quand on vous dit, par exemple, ce produit va atténuer vos tâches en 2 semaines ou en 30 jours ou en 60 jours, et vous allez voir que derrière, au dos du packaging, en fait, on Mm. va vous donner, en fait, L'étude clinique. l'étude clinique, en fait, qui a permis de pouvoir confirmer, en fait, confirmer ces différents claims, comme on le dit, ces différents messages marketing. Donc, on fait des tests cliniques à D0, à D7, à D14, à D20, D30, et ainsi de suite, pour être sûr que le produit et le message qu'on met sur le produit est vrai et Mm. vérifiable. Et on le teste sur tout type de peau Mm. et de couleur de peau. Et également, on le teste également par les scientifiques internes, plus les scientifiques externes, pour avoir la contrebalance, pour être sûr que ce qu'on dit est vérifié à la fois en interne et en externe. Donc, il faut prendre l'habitude de regarder sur le packaging, parce que il y a des normes aussi quand vous commercialisez des produits. Vous ne pouvez pas raconter du n'importe quoi sur vos packaging. Mm. Donc, il y a des normes qui existent et qui sont hyper réglementées, en fait, surtout au niveau de la cosmétique, et qui permettent de pouvoir vraiment guider le consommateur dans le choix du produit. Donc, vous allez voir généralement qu'il y a vraiment toute l'étude clinique en fait, qui est mise au packaging avec la taille de l'échantillon de personnes qui ont testé ces C'est produits-là. produit, ouais. Donc, c'est hyper important de ne pas lire que la face du produit où c'est écrit le nom du produit et l'ingrédient et autres. Il faut retourner quand même et de voir comment est-ce qu'on utilise le produit, c'est hyper Oui. important. Comment est-ce qu'on utilise le produit et les tests cliniques qui ont suivi, en fait, que le produit a suivi pour pouvoir affirmer les messages marketing qui sont véhiculés dans la communication. Mm. Et enfin, tu as dit quelque chose que je pense qu'il est important d'insister dessus parce qu'on entend très souvent le fait que les marques de blanc ne sont pas adaptées. Donc, quand je dis des marques de blanc, je parle des marques françaises, américaines, ne sont pas adaptées à nous, notre peau noire. Donc, Je pense que vous êtes la mieux placée hein, pour répondre à ces préjugés en fait, qui sont beaucoup véhiculés sur le continent, malheureusement. Donc, ça dépend, on va dire, ça dépend de la catégorie. mm, Donc là, on parle de la catégorie visage ou du corps. Donc, ce que je sais, c'est que en soins de la peau, en soins du visage, on ne parle pas de couleur de peau. c'est On ça. parle de type de peau. Mm, Donc, est-ce que j'ai une peau sèche? Donc, on peut être quelqu'un de couleur noire, on peut être quelqu'un de caucasien ou d'autres types de couleurs de peau et avoir une peau sèche.
Donc, et le produit, la crème ou le produit visage qu'on va utiliser est lié au type de peau et non pas la couleur de la peau. Donc, c'est vraiment c'est de l'éducation à faire en Afrique pour dire, ben, on sait qu'en Afrique aussi, on a plusieurs types de carnation de peau. Mhm. Donc, ça va du foncé jusqu'au plus clair. Clair. Mm. Donc, en fonction du type de carnation, il n'y a aucun problème au niveau des produits skincare. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que est-ce que j'ai une peau sèche? Est-ce que j'ai une peau normale? Est-ce que j'ai une peau grasse? Et donc, quand vous allez regarder tout l'ensemble des produits qui sont fabriqués soit en Afrique ou soit en Europe ou partout, au niveau du skincare, c'est bien marqué la destination de la peau. Donc, produit pour peau Oui. sèche, produit pour peau normale, Normal à produit pour grasse. peau grasse. Mm. Voilà. Donc, il n'y a pas de produit, en tout cas de ce que je sais, il n'y a pas de produit pour peau claire ou pour peau plus foncée. Non, ça n'existe pas. Donc, il y a des produits pour type de peau. Donc, c'est vraiment de l'éducation. Et on sait aussi que ben, il y a tout un historique aussi en Afrique qui fait que ben, on a ces types de pensées. Donc, c'est aussi aux marques de pouvoir Oui. communiquer, éduquer les consommateurs sur ce type de questions et de commentaires qui reviennent le plus fréquemment. C'est ça. Moi, j'ai l'habitude de répondre à cette question en disant, bah, la peau, c'est un organe, hein. On ne c'est l'organe, en fait, aujourd'hui, qu'on va venir traiter, donc justement, en fonction de sa problématique, qu'on ait de l'acné, qu'on ait, de l'hyperpigmentation et autres, mais ce n'est pas sa couleur, la couleur de la peau, qu'on cherche à traiter. Et effectivement, les actifs qui sont choisis aujourd'hui, tout le monde parle de la niacinamide, tout le monde parle de l'acide salicylique, mais ce ne sont pas des actifs qui ont été synthétisés pour un type de peau spécifiquement. Ce sont des actifs qui ont été synthétisés pour traiter une problématique de peau spécifique. Donc, pour moi, en tout cas, c'est important que tout le monde puisse comprendre aujourd'hui qu'il n'y a pas de distinction entre, à part pour certaines problématiques spécifiques où effectivement on a des marques, mais pour moi, des fois, c'est surtout une question de positionnement qui peuvent être positionnés pour peau, on le voit de plus en plus, hein, c'est un peu la tendance pour peau noire et métissée, mais qui vont venir pour régler certaines problématiques spécifiques, comme l'hyperpigmentation, par Exactement. exemple, qu'on va plus retrouver chez ce type de De peau-là peau. que chez la peau blanche. Donc, ça permet d'avoir une certaine expertise sur ce point. On sait que ben, les peaux noires et les peaux métissées subissent beaucoup l'effet de l'hyperpigmentation, puisque ben, on vit dans les tropiques, on a le Mhm. soleil, donc c'est pas le même type de climat que l'Europe. Donc il y a des marques qui vont se spécialiser en fait sur ce type de problématique de peau. Mhm. Donc ça ne veut pas dire que ben, les marques qui ne sont pas sur ce type de problématique, des produits ne correspondent pas en fait aux peaux africaines. C'est Voilà. clair. Donc, donc, c'est juste que la marque a décidé d'avoir un créneau qui est spécifique, de traiter l'hyperpigmentation. C'est ça. Et après, moi aussi, je pense que le positionnement, enfin, le fait que dans la tête des gens, les marques de blanc, en griffe, ne sont pas adaptées aux peaux noires, ça a été très souvent une question marketing, en tout cas de perception marketing. Parce que, bah, jusqu'on va dire dans les années 2008, 2010, les marques utilisaient encore des mannequins blancs quand ils faisaient de la publicité en Afrique. Donc, c'est sûr que quand tu vas acheter un produit X et que tu vois que c'est un blanc qui est sur la photo, à un moment, tu te dis, bon, ça, c'est pour les blancs, c'est pas pour les noirs, ce qui peut être Bien compréhensible et sûr, légitime. bien sûr. Mais je pense que maintenant, les marques ont de plus en plus compris ça et que dans les communications, on voit surtout des femmes noires. Moi, je regarde par exemple souvent la page de Garnier. Bah, c'est rare de voir des blancs sur la page de Garnier, Afrique, je veux dire. Donc voilà, c'est vraiment aussi adapter la communication Bien sûr, au pays. comme on le disait au début, en 1990 ou en 1995, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas d'Instagram, Mm, il n'y avait pas de TikTok. Et encore une fois, pour une entreprise, je fais du business. mm. Donc, quand je fais du business, il faudrait que je puisse avoir une taille critique de business pour lancer une communication ou pour lancer un produit. Donc, dans ces années-là, donc le gros du marché cosmétique, c'était l'Europe, c'était l'Amérique. Oui, Et du coup, ben, quand tu attaques un marché européen ou l'Amérique, ben, tu communiques avec le type de consommateur que tu as dans
ton environnement, ton univers. Donc, par ricochet, les marques utilisaient des profils en fait qui parlent plus aux consommateurs en fait de ces différents pays-là. Mhm. Et il y avait pas de communication spécifique en fait sur l'Afrique. Donc, on va dire de manière instantanée en fait, mais les personnes qui commercialisaient les produits sur l'Afrique récupéraient tout le Le matériel qui key était visual, disponible, oui. donc les key visuals, tout voilà. Il n'y avait pas de digital, c'était des spots télé. C'est ça. Et faire un spot télé, c'est énormément de budget, ça coûte Mm. hyper cher. Donc, à l'époque, ça coûtait hyper cher. Donc, voilà. Donc, je pense qu'à l'époque, c'était vraiment les marques étaient focus sur le marché, de cœur de cible, en fait, qui donc était l'Europe. C'est là qu'il y avait plus de business à faire à l'époque. Donc, la communication était vraiment destinée à ce type de marché. Mais Mhm. malheureusement aussi, le fait que nous aussi, surtout en Afrique francophone, on est beaucoup exposé aussi aux médias occidentaux. Donc, du coup, quand on regarde une chaîne internationale, la chaîne internationale par ricochet, son audience, c'est pas en Afrique, c'est en Europe. C'est Donc, clair. elle va communiquer avec son audience cible qui est l'Europe. Mhm. Donc, nous, étant en Afrique ici, on est exposé aussi à ce type de médias. Donc, on est exposé aux publicités en fait, qui passaient à l'époque sur ce type de chaîne, mais c'était des publicités qui étaient vraiment destinées au marché européen, pas au marché africain. Donc, au fur et à mesure que la beauté s'est démocratisée, donc on a vu qu'il y a eu des perspectives de développement sur le marché en Afrique. Donc, les marques ont commencé à investir. Donc, moi, pour vous donner une anecdote, moi, je sais que il y a des marques euh, qui étaient présentes en Afrique des années 70, des années Ouais. 80, bien avant la phase de la dévaluation. En fait, il faut connaître que l'Afrique a eu plusieurs phases. Donc, je pense que avant la dévaluation, donc juste après les indépendances, donc il y avait beaucoup de marques européennes qui étaient en Afrique. Moi, je sais que j'ai vu des communications sur des marques dans les années Mm. 80 avec des mannequins africains. Voilà, donc ça existait. Mm. Donc il y a eu des productions locales spécifique pour le marché africain des années Africain, oui. 70-80. Après, quand il y a eu la phase, la crise économique et ensuite la dévaluation, donc toutes ces marques ont laissé le continent pour s'orienter vers l'Asie Mhm. voilà, donc qui émergeait. Voilà, donc du coup, pendant toute cette période, on va dire entre 85, 90 jusqu'aux années 2000 en fait, donc les marques internationales, européennes et occidentales en fait, se sont beaucoup focalisés sur la Chine, puisque c'était le nouveau marché. Parce qu'il y avait Marché, la oui. dévaluation en Afrique, surtout en Afrique Mm. francophone. Il y avait la dévaluation. Donc, en termes de business, ce n'était pas aussi rentable pour Rentable, ces oui. marques-là. Donc, elles se sont orientées vers la Chine qui émergeait. Mhm. Donc, dans les années 2000, donc, le marché a commencé à se stabiliser en fait sur l'Afrique. Mhm. Donc, les marques ont commencé à réinvestir sur le continent. Donc, vous allez voir que de 2000 jusqu'à maintenant, donc, il y a eu vraiment une évolution sur la manière de communiquer au niveau des marques, mais parce que le marché s'est ouvert à nouveau, donc il est porteur, donc on peut faire du business, donc c'est tout l'intérêt pour une marque de s'installer et de créer des produits, de créer une communication qui soit spécifique à ce À marché-là. ce marché. Donc, il y a vraiment tout un historique à comprendre. Il ne faut pas Mhm. tout le temps blâmer les marques, mais il y a vraiment l'historique du continent à voir et à comprendre. Et donc, quand on mixe en fait tout l'historique et aussi le futur à venir, donc l'Afrique reste aujourd'hui le prochain, euh, on va dire, le prochain marché à construire pour les marques de beauté. Donc, on sait qu'une Totalement. consommatrice africaine consomme plus de produits de beauté qu'une consommatrice caucasienne. En termes de budget, elle met plus de budget que. Budget. Mm. Donc, voilà. Donc, ce marché se stabilise, il grandit. Donc, vous voyez maintenant que de plus en plus, donc les marques s'intéressent à ce marché. Donc, on a une communication maintenant qui est plus localisée, Mhm. des produits qui sont de plus en plus adaptés. Il n'y a pas que le skincare, donc il y a aussi le capillaire. Oui. Donc le marché se stabilise. Donc, les marques apportent aujourd'hui une expertise spécifique
à ce marché et à ses À ses consommateurs. besoins aussi, Et besoins on des a aussi consommateurs. l'effet de la communication qui est plus démocratisé, qui est plus accessible, qui va permettre aux marques de pouvoir démocratiser tous les gestes de beauté sur le continent. Totalement. En tout cas, merci d'avoir bien éclairé tout cela. Alors, j'ai une autre question, Mathieu. Aujourd'hui, toi, quelle est la pire tendance que tu as vue sur les réseaux sociaux? Celle qui t'a le plus choqué? Mais il y a tout le temps des tendances qui sont là tout le temps sur les réseaux sociaux, hein. Moi, il y a deux tendances qui m'ont assez marqué. Euh, il y a une tendance où il y a des consommateurs qui mettaient de l'eau de Javel sur le visage. Donc, Oui, bon, quand on voit la composition d'une eau de Javel, rien que quand vous mettez une eau de Javel sur un vêtement de couleur, il blanchit c'est clair. en quelques secondes. Donc, imaginez mettre ce type de produit sur sa peau. Ça, Et ben, ça fait énormément de dégâts, hein. énormément de dégâts. On a eu des tendances aussi où des consommateurs utilisaient du shampoing pour se laver. Donc, Mmh. quand on voit ce que le shampoing est destiné aux cheveux, et voilà. Donc, il faut faire, pour moi, faut filtrer ce qu'on, ce qu'on Tout voit ce sur qu'on les réseaux voit. sociaux. Mmh. Donc, déjà, faut savoir que les créateurs de contenu ou toutes les personnes qui postent énormément sur TikTok, c'est du business déjà. Parce que quand je suis créateur de contenu, je suis là pour faire des vues et être rémunéré, Pour gagner de l'argent. gagner de l'argent. Donc, ça reste du business pour ces Mmh. personnes-là. Donc, il y a des personnes de bonne moralité qui sont vraiment, donc, qui vont donner de bons conseils, qui sont, on va dire, safe en termes de conseils produits. Mais il y a certaines personnes aussi, mais c'est le monde, hein, il y a toujours des méchants et des Et des gentils. gentils, c'est ça. Donc, il y a certaines personnes aussi voilà, qui sont là pour faire du business, vaille que vaille. Donc, tous les moyens sont bons pour faire du business. Pour faire des vues. Voilà, Mmh. pour faire des vues. Donc, il faut vraiment faire attention à toutes ces tendances, surtout au niveau de sa peau. On ne met pas n'importe quoi sur sa peau. Sur la peau, ouais. Voilà, on ne met pas n'importe quoi sur sa peau. Donc, il faut vraiment faire attention aux tendances qui sortent à gauche et à droite. Être sûr que les produits qui sont proposés par ces créateurs ou ces tendances qui émergent, il faut être sûr que ces produits sont safe pour la peau. Mmh. Elles ne contiennent pas des produits cancérigènes et autres ingrédients qui vont déranger en fait l'équilibre de la peau. Donc, il faut vraiment faire attention à tous ces éléments avant de pouvoir suivre un challenge au niveau de TikTok. Et puis après aussi, ça c'est un conseil aussi pour les consommateurs. Il y a des consommateurs qui sont très pressés. Donc, Mmh. j'ai une problématique de peau, j'utilise un produit, ben pour moi, en une semaine, il faut que je vois le résultat du produit. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de produits miracles qui peuvent traiter des problématiques de peau en 2 jours, en une semaine. Donc, c'est sur du long terme. Donc, ça peut partir de 1 à 2 à 3 mois. Donc, au fur et à mesure que vous utilisez le produit, vous allez avoir une amélioration significative en fait Mmh. de votre problématique. Donc, il faut avoir confiance aux marques, il faut prendre du temps pour utiliser le produit sur une longue période et vous allez voir que votre problématique de peau ou de cheveux, en tout cas de beauté, va se régler. Totalement. Et moi, je voulais compléter aussi en disant de vraiment bien se renseigner. Donc, via un professionnel de santé, on revient dessus par rapport au mode d'utilisation. Il y a certains produits sur lesquels on peut entendre des personnes qui se plaignent parce que je prends le cas, par exemple, de l'acide glycolique ou de la vitamine C, où souvent on peut dire: «Ah, mais ça m'a brûlé la peau». Mais souvent, quand on creuse, on se rend compte que ça peut être lié à une mauvaise utilisation. Je prends le cas de la vitamine C, donc qui est photosensibilisante. Bien sûr. Elle, on va pas la mettre, par exemple, le soir. On va demander de la mettre que le matin et on va mettre obligatoirement une protection solaire. C'est comme l'acide glycolique, on préconise de le mettre plutôt le soir et de mettre une protection solaire le matin.
Donc vraiment, en plus des différents conseils que Mathieu a donnés, pour moi, c'est aussi se renseigner sur comment est-ce que je dois utiliser mon produit, à quel moment et est-ce que mon produit est compatible ou est incompatible avec d'autres produits de ma routine. Parce que souvent, ce n'est pas que le produit, n'est pas efficace, mais c'est surtout qu'on l'utilise mal ou on l'utilise en association avec un produit, où il peut y avoir des interactions. Donc c'est vraiment, hyper important de pouvoir maîtriser tout cela et pour moi, la meilleure manière de maîtriser, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, mais c'est surtout, de prendre conseil pour éviter que demain on ait, des réactions, de la peau. Évidemment, nous, on a eu certains cas, on a vu des consommateurs qui ont, par exemple, sur Garnier Vitamine C, on a un sérum nuit, on a un sérum jour. Mmh. Et comme le sérum nuit, il est plus concentré, donc le raccourci a été vite fait. Donc, Oui. il est plus concentré. Est-ce que, bon, s'il y a 10% de vitamine C et l'autre, il est à 3, 5, est-ce que je n'utilise pas les 10% la journée pour accélérer mon processus? Mmh. Donc, on a vu des consommateurs qui prennent le sérum nuit parce qu'il est plus concentré, à 10% de vitamine C, et le mettent Le jour. sur le visage en pleine journée, en plein soleil à Abidjan ou à Dakar ou à Kinshasa. Et elles font des réactions et sans chercher à comprendre, elles vont dire j'ai utilisé de la vitamine C, ça m'a brûlé le visage, il y a des Mmh. irritations. Non. Déjà, le produit, il est pour la nuit. Donc, quand on dit un produit est pour la nuit, c'est pour la nuit. Donc, et en plus, si vous l'utilisez la journée, il faut obligatoirement mettre une protection solaire parce que ben, la peau va réagir avec les actifs et autres. En physique, ce qu'on fait la physique, c'est les ingrédients, ce sont des molécules. C'est Donc, ça. quand vous mélangez des molécules qui ne sont pas incompatibles, ben, c'est une réaction chimique et c'est boum. Mmh. Donc, c'est pareil Le sur le visage. visage. Donc, il y a Mmh. les ingrédients qui ne sont pas compatibles, il y a les ingrédients qu'on ne mélange pas. Donc, il faut prendre le temps, en fait, de filtrer tout ça. Et quand vous utilisez un produit, une routine, il ne faut pas mélanger les produits. Il ne faut pas Mmh. faut pas utiliser de la vitamine C ici, aller prendre de l'acide azélaïque ici, aller prendre de l'acide glyco, aller prendre de la niacinamide, aller prendre de tout et n'importe quoi, et mettre ça sur le pauvre visage. Et après, ben, on se retrouve avec des irritations et on accuse X produit. Généralement, c'est le produit qu'on utilise en dernier qui est Qui est accusé. accusé, c'est Parce que ça. j'ai utilisé tel produit et ça m'a donné X Mmh. problématiques. Non, il faut vraiment suivre les conseils d'un professionnel et ne pas mélanger les produits. Et surtout quand on suit des traitements au niveau du skincare, il faut obligatoirement, surtout quand on vit dans les climats où on a le soleil tous les jours, il faut obligatoirement avoir une Une protection solaire protection pour, solaire. voilà, donc pour se protéger Mmh. à la fois du soleil et aussi une protection pour se protéger également de tous les effets de gaz d'échappement du CO2 qui est dégagé un peu partout, qui vient se déposer sur la peau. Sur la peau, Donc, il oui. faut se protéger. Et c'est vrai, en fait, aujourd'hui, on a aussi eu cette tendance sur les réseaux sociaux d'utiliser énormément de produits sur sa peau, en même temps. C'est vrai qu'on sait que il y a quand la tendance skincare a émergé, on s'est dit: «Bon, on va utiliser» j'entends des fois la skincare en 10 étapes. Donc là où on va utiliser énormément de produits sur la peau, moi, je ne le recommande pas, en tout cas pas tout de suite, parce que généralement la peau peut réagir et le fait d'utiliser 10 produits en même temps, comme tu l'as dit, ça peut être difficile de savoir exactement à quel produit la peau réagit. Donc je pense qu'on n'est pas forcément contre le fait d'utiliser plusieurs produits, mais c'est d'introduire les références, petit à petit, au niveau de sa routine pour voir les effets et après si on a déjà des résultats, ça ne sert à rien de rajouter 10 000 couches parce que derrière ce qui se passe, c'est qu'on va venir surcharger la peau, plutôt que, d'aider la peau, on va obstruer les pores parce que c'est des tonnes et des tonnes de produits qu'on va mettre. Ce qui peut être positif derrière, on le voit souvent avec la glass skin, donc qui a été un peu à la mode, ces derniers temps, C'est c'est ça, que, c'est on aura la peau qui est hyper hydratée, mais du coup, par contre, qui brille des fois un peu trop et bah, souvent, comme j'ai dit, ça peut, avoir tendance à obstruer les pores ou même à irriter la peau, hein, bien parce sûr, que, bien ça sûr. fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de Non, produits qu'on doit, mettre dans sa routine. effectivement, ben, la routine du skincare, c'est simple. Bon, vous le savez plus que moi, hein. Donc, je me nettoie, je m'hydrate le visage et je me protège. Voilà. Donc, en 3 gestes, on peut avoir une routine basique pour se protéger. Donc, voilà. Donc, pour moi, il faut, voilà, comme on l'a dit, il faut vraiment respecter
ses routines. Il ne faut pas agresser sa peau. La peau, elle est sensible, donc il ne faut pas trop l'agresser avec trop de produits aussi au niveau de sa routine skincare. Et Totalement. généralement, un produit fait le travail. Quand vous prenez un produit que vous utilisez sur du long terme, le travail sera fait. Et puis la patience. Ouais. La patience. Je sais que souvent, les réseaux sociaux aussi peuvent avoir cet impact-là. Dans le sens où j'ai utilisé un produit, ça fait une semaine, je vois que j'ai pas eu de résultat. Je vois une vidéo de quelqu'un qui dit, elle a utilisé ça en 3 jours, ses boutons sont partis. Finalement, je change. 3 jours après avoir utilisé son produit Y, ça marche pas. Je vois une autre vidéo, je change. Ouais. Et ben, finalement, la peau ne s'habitue à aucun produit. Déjà, et puis, enfin, moi, je dis toujours, hein, la peau a un cycle de vie. La peau se renouvelle. Donc, c'est pour ça que souvent, vous allez voir, vous allez voir sur les produits que c'est mis premier résultat visible dès 28 jours. Donc, en fait, c'est généralement un cycle C'est clair. complet de la peau. Donc, attendez au moins d'avoir testé le produit pendant une bonne période. Mathieu même, il a dit 3 mois. Moi, je dirais même des fois aller jusqu'à 6 mois. Après, c'est sûr qu'en temps, il peut avoir des réajustements en fonction des réactions de la peau ou en fonction de l'évolution. Mais ça ne sert à rien de changer des produits tous les mois. Donc voilà, en tout cas, ça a été un réel plaisir de discuter avec toi, Mathieu, sur le Plaisir. sujet. Ouais. On espère que on a pu édifier plusieurs personnes. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot de fin. Ben, le mot de la fin, c'est de dire aux consommateurs déjà de filtrer toutes les tendances et les communications qui sont faites sur les réseaux sociaux, de faire attention. Il y a beaucoup de tendances, à la fois, c'est pas que sur le skincare, hein, donc on le voit sur les cheveux, donc de filtrer. Donc ensuite, de prendre le temps aussi de lire vraiment le packaging au dos des produits. Et quand on a des doutes, il faut consulter un professionnel de santé. Donc j'entends souvent que pour avoir un rendez-vous avec un dermatologue, c'est compliqué. On le sait, c'est pas qu'en Afrique. Même en Europe, quand vous allez, vous prenez un rendez-vous avec un dermatologue, vous pouvez patienter pendant 3 à 4 mois avant de dire bonjour au dermatologue. Donc, voilà. Donc pour moi, il y a plus, donc, le pharmacien reste disponible, il est accessible. On a les pharmacies qui sont un peu partout. Donc, Dans on tous peut les aller endroits. en officine et déjà commencer à exposer son problème au pharmacien. Donc, le pharmacien est déjà le premier, on va dire, le premier rideau pour vous conseiller. Et en fonction de votre problématique, quand on est sur des problématiques un peu plus avancées, plus poussées, on peut maintenant aller prendre un rendez-vous avec un dermatologue. Donc, pour moi, ce n'est pas une excuse. Les pharmaciens sont accessibles et disponibles. Donc, il faut consulter. Ça ne coûte rien de demander à un pharmacien, j'ai de l'acné, j'ai des hyperpigmentations, j'ai vu X produits à la vitamine C, mon chien et tout ça. Est-ce que ce produit est adapté à mon type de problème? Oui ou non? Il pourra vous guider. Si ce n'est pas le cas, il pourra vous conseiller un produit qui soit adapté en fait, à votre problématique. Et si votre problématique est un peu plus avancée, il va vous recommander un professionnel voilà, qui est spécialiste dans ce type de domaine. C'est ça, totalement. Je pense que tu as vraiment dit l'essentiel. Effectivement, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais il est important d'aller à l'information. Donc, effectivement, comme il a dit, c'est de regarder derrière le packaging, mais même sur Google, avant d'acheter le produit, vous pouvez même aller vous renseigner sur le produit, sur les ingrédients, sur des avis, même des fois sur les sites Internet, on peut avoir aussi des avis des produits. Et un point qu'on n'a pas abordé, et pour moi qui est très important, c'est aussi faire attention au lieu d'achat des produits cosmétiques. Moi, souvent, je ne vais pas citer de marque, mais souvent, je vois des marques qu'on vend en pharmacie à 18 000 et qu'on va trouver sur Internet à 3 000 francs. Donc, on va se dire, oui, écoute, c'est moins cher, mais très souvent, même la marque elle-même qui fabrique là,
Elle n'a même pas 3 000 comme marge pour dire qu'elle va revendre à ce prix. Donc, ça montre qu'on a des produits trafiqués. Après, on va dire: «J'ai utilisé tel produit, ça n'a pas marché parce que, voilà», alors qu'en fait, c'est juste que c'était, une contrefaçon. Donc, c'est une manière de sensibiliser aussi sur le fait de faire attention aux lieux d'achat. Aujourd'hui, la pharmacie, la parapharmacie, les boutiques spécialisées, restent, les lieux d'achat, on va dire les plus sûrs pour, nos produits cosmétiques. Et puis, n'hésitez pas à prendre conseil. Donc, comme il a dit, pharmacien, professionnel de santé. Et puis, nous, on est là. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire de cette vidéo. Et on se dit à très bientôt pour les rendez-vous de Dr Cécilia.